Et bienvenue à toutes et à tous pour cette plénière consacrée à la conception durable des logements. On va avoir deux tables rondes successives, mais il y a un point commun à ces deux tables rondes, évidemment la conception durable, mais aussi une question, comment on peut concevoir justement des bâtiments durables? Il y a trois ambitions sous cette question. D'abord, la première, c'est environnemental. Évidemment, les logements doivent être exemplaires sur le plan environnemental en matière d'émissions de carbone et de performance énergétique. La deuxième ambition, ça concerne le dérèglement climatique. Évidemment, les logements doivent être plus résistants pour tout ce qui concerne les inondations, les risques, tous les autres risques climatiques, la chaleur aussi. Les inondations, les tempêtes, les vagues de chaleur. Et puis, troisième ambition, évidemment, quand même, il ne faut pas l'oublier, la qualité de vie. Les logements doivent rester, même s'ils sont adaptés à toutes ces transitions, ils doivent rester des lieux de vie agréables, lumineux, spacieux. Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut répondre à ces trois ambitions? C'est ça qu'on va essayer de répondre pendant les tables rondes. Est-ce qu'on peut, par exemple, travailler sur l'épaisseur des murs tout en limitant les émissions de carbone, réduire les surfaces vitrées tout en gardant des logements agréables? C'est pas facile de répondre. Alors, c'est plus un dilemme, c'est un trilemme. On va avoir donc deux temps différents, deux tables rondes. La première va interroger le rapport entre efficacité et efficience environnementale. Et la deuxième abordera la question de la conception durable. Qu'est-ce que ça change pour les urbanistes, pour l'urbanisme et pour l'architecture? Est-ce que ce sont des victimes ou à l'inverse des nouveaux espoirs de la technique? Et je vous propose donc tout de suite de démarrer sur la première table ronde et je vais vous présenter mes invités. Je commence par vous, Michel Fréchet, vous êtes président de la Confédération générale du logement. Bonjour et bienvenue. Martial Aubry, directeur général de VAR Habitat. Christelle Di-Pitrol, vous êtes directrice générale de Sigui Simco, Guyane. Vous allez avoir beaucoup de choses à nous dire parce que vous vivez un peu les choses en avance, je pense, au niveau du climat notamment. Patrice Millet, directeur général du groupe Arcade. Et enfin, Alain Mogard, vous êtes président d'Europan, vous êtes ingénieur général des ponts et chaussées honoraires, ancien directeur de la construction de l'habitat et ancien président du CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment. Et d'ailleurs, ça sera aussi le point commun des deux tables rondes, c'est que vous resterez avec moi pour les deux tables rondes et ça sera important d'avoir votre avis et votre recul. Alors, évidemment, on a Fanny, que vous voyez par ici, Fanny Didou, notre facilitatrice graphique, qui va croquer nos échanges et on commentera un petit peu. Alors, vous allez voir, vous allez être un petit peu caricaturé sur les dessins, mais surtout, elle va voilà, synthétiser un peu nos débats en dessin. Et puis, vous avez toujours la possibilité, évidemment, de poser vos questions par téléphone sur le numéro qui va s'afficher. Et sinon, avec le QR code, vous flashez le QR code et là, vous pouvez tout de suite poser vos questions. Alors, comme je le disais, c'est une question qui est quand même compliquée de savoir à la fois rendre les logements plus durables, mais toujours avec une qualité de vie. C'est pas toujours simple. Je commence par vous, Martial Aubry, vous dirigez l'OPH VAR Habitat et la commission de l'USH Transition et Résilience. Vous allez nous en dire plus un petit peu sur ce que vous travaillez dans ce domaine. Mais déjà, une première question, est-ce qu'on voit des difficultés particulières ou même des inconnues pour tenir les objectifs qui sont fixés en matière de réglementation environnementale? Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Effectivement, nous rencontrons des difficultés, mais c'est normal, c'est notre métier. Et ce que je voulais dire, c'est qu'on parle de réglementation thermique et énergétique aujourd'hui. Aujourd'hui, la dernière qui s'applique à nous, elle date de 2020. Ça fait quelques années qu'on l'applique. Déjà, ce n'est pas un choix, on le fait. La réglementation thermique, on ne choisit pas si on l'applique ou pas. Par contre, et pour moi, maître d'ouvrage, c'est très important, c'est comment on le fait. Parce que la norme nous impose des objectifs et des résultats, mais elle ne nous dit pas comment forcément les atteindre. Et aujourd'hui, ce dont on parle, nous, pour les maîtres d'ouvrage, et ce qui est très important, c'est dans un monde de ressources rares à tous les niveaux, ressources naturelles et ressources financières, comment nous allons réussir demain à tirer les enseignements de ces quelques années passées déjà à appliquer cette norme pour ne pas nous tromper dans les dispositifs que nous appliquons et que nous appliquerons demain à nos logements. Parce que lorsque l'on construit un immeuble, un groupe d'habitation, c'est pour des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Et les choix que l'on fait en amont dans la conception ont souvent de la conséquence sur la façon dont les habitants vont les vivre. Donc, ma préoccupation aujourd'hui en tant que maître d'ouvrage, et c'est vrai aussi ce à quoi on pense dans la commission transition et résilience de l'USH, c'est comment on ne se trompe pas et comment on tire les leçons de déjà ce qu'on applique.
Et alors justement sur, la RE 2020, enfin sur justement l'expérience, qu'est-ce que vous retenez? Est-ce qu'il y a des choses vraiment importantes où vous dites: «Là, il faut pas louper ce qu'on aurait peut-être loupé, il y a quelques années»? Oui, complètement. Ben, nous, aujourd'hui, on est beaucoup dans l'innovation, hein. Le monde de HLM a toujours été plutôt en avance là-dessus. Et il est vrai qu'aujourd'hui, on nous applique des dispositifs, on nous propose des dispositifs pour atteindre les objectifs dont on avait peu de recul à l'époque Oui? en termes d'efficience. Et moi, je pense que le maître mot aujourd'hui, c'est l'efficience, c'est-à-dire quel investissement pour quel retour. Et on a des retours sur des équipements qui nous aident à obtenir facilement les labels et les points sur la RE 2020, mais qui derrière s'avèrent extrêmement complexes à entretenir et complexes parfois même à utiliser pour nos habitants. Donc, lorsqu'on a fait ça, on n'a pas vraiment vu l'avenir. Donc moi, ce vers quoi je veux tendre, c'est comment on échange, comment on réfléchit pour tirer les leçons de ces premières expérimentations qui parfois fonctionnent, parfois ne fonctionnent pas. Mmh. Donc un retour sur investissement par rapport à l'efficacité, enfin de voir un petit peu cette, proportion-là, auparavant. Complètement. Ben, juste si je peux compléter, c'est un exemple tout bête, ce sont par exemple des chauffe-eau thermodynamiques qu'on nous impose parce qu'aujourd'hui, pour obtenir les points, on est quasiment obligé d'en mettre partout. Aujourd'hui, un chauffe-eau thermodynamique à l'investissement coûte 4 ou 5 fois le prix d'un chauffe-eau classique. Pourquoi pas si derrière j'ai des retours d'économie énormes? J'ai des retours d'économie significatifs qui ne sont pas si importants, mais ce sont des équipements très complexes et coûteux à entretenir. Il faut savoir que la maintenance de ces équipements sont refacturés aux locataires dans les charges. Donc c'est la maintenance qu'il faut aussi intégrer quand on va vers de nouveaux, Exactement. Donc, si je fais économiser 5 euros par mois à mon locataire sur l'eau chaude, mais que je lui facture 6 euros par mois en plus d'un contrat d'entretien, on a loupé la ça cible. marche pas. C'est voilà. Ah bah, les locataires justement, Michel Fréchet, je sais. Est-ce que pour être, efficace, les logements sont un peu trop techniques pour les locataires? Quel retour vous avez, des locataires de ce côté-là? Oh, écoutez, c'est pas trop une question technique, hein, parce que les locataires, finalement, ils sont comme tous les êtres humains. Ils arrivent à Ils s'acclimater s'adaptent, à ils la savent faire. technique, même si au départ, c'est un peu compliqué. Non, le problème aujourd'hui qu'on constate, c'est quand même que les logements sont de moins en moins adaptés aux besoins des locataires. Ils ont, au cours des dernières décennies, diminué en surface. Et à l'intérieur des surfaces, les pièces principales, et notamment le salon, la salle à Mmh. manger, etc., ont diminué parce qu'il y a eu une avalanche de normes qui a fait qu'on a augmenté les toilettes pour tout le monde, Ouais. pas pour certains, pour tout le monde. On a augmenté les salles de bain pour tout le monde. On a réduit les couloirs parce qu'on voulait gagner De de la l'espace pour les surface. chambres ou le salon. Il n'y a même plus aujourd'hui, dans de nombreux logements qu'on construit, d'entrée où on peut mettre ses vêtements, où on peut mettre un meuble. On entre directement aujourd'hui dans le salon. Et dans le salon, on met souvent, alors probablement pas tous les logements qui sortent de terre aujourd'hui, mais sur un nombre non négligeable, on met souvent un coin cuisine, mais un coin cuisine qui est ridicule, qui ne ressemble pas à une cuisine. On dit que c'est une cuisine américaine, mais ça ne ressemble pas à une cuisine. Donc comment voulez-vous que les gens vivent correctement dans ce type de logement? Il n'y a plus non plus de salles aujourd'hui où on pouvait déposer un certain nombre de choses, comme les vélos, Mmh. des choses de ce genre. Donc, que font les gens aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, c'est une politique, on favorise le vélo. Hein. Les vélos, on les met où? On ne les met pas en bas de l'immeuble parce qu'il y a des risques de vol, etc. Et on les monte chez soi. On ne les met pas sur le palier parce que ça ne fait pas partie du règlement intérieur des immeubles. Et donc, on les rentre dans l'appartement. Et je me souviens avoir discuté il n'y a pas très longtemps avec une personne qui me disait, ben moi j'ai deux enfants, les vélos, actuellement je les mets dans la chambre. Je n'ai pas le droit de les mettre sur le balcon, c'est interdit. Je n'ai pas le droit Les de mettre les au bas de mettre l'immeuble. Mmh. sur le palier, et donc c'est dans la chambre. Mmh. Donc le problème aujourd'hui, il est là. Et avec la personne qui a préparé ce colloque, j'ai discuté d'un terme que j'appellerais l'écologie du quotidien. L'écologie du quotidien, c'est bien vivre et être bien dans son appartement. Mmh. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de locataires qui ne sont pas bien dans leur appartement parce que la surface n'y est pas. J'ai envie de dire, le compte n'y est pas.
Mmh. Alors, on a déjà une première question. Merci beaucoup, pour ça, pour cette réflexion. Comment faire pour qu'il existe, une cohérence des réglementations émises dans des temps différents en termes de conséquences sur la qualité d'usage? Alors justement, je vais vous poser la question, Patrice, Tillet, sur, l'usage et peut-être que vous répondrez aussi, à ça. Heu, Si on entend, bah, il y a des réglementations, il y a une efficacité à avoir, mais il y a des usages, il faut que les 2 puissent, coïncider, sinon ça passera pas. Comment vous faites, vous, au sein du groupe Arcade pour ça? Bonjour à tous et à tous, merci pour cette question. Je crois que mais je vais te dire deux trois mots de qui nous sommes parce que c'est Oui. intéressant de savoir d'où nous parlons pour, poser le constat, que nous partageons. Donc le groupe Arcade Vive, c'est le quatrième acteur du logement abordable dans le pays avec 220 000 logements, 400 000 personnes logées. On parle beaucoup en nombre de logements chez nous dans le monde HLM. Moi, j'aime bien parler aussi des habitants, 400 000 personnes logées. Et on a dans notre ADN l'acte de construire. Mmh. Et c'est pour ça que je trouve que c'est quelque chose d'important et je crois que les bailleurs sociaux ont cette chance, c'est qu'à la fois ils sont constructeurs des logements qu'ils vont ensuite gérer durablement. Et puis il se trouve qu'au bout d'un certain moment, ils vont aussi les réhabiliter. Donc à ce titre-là, on a cette compétence à entendre ce que nous disent les locataires et je rejoins ce que dit, Michel Fréchet, on Et a le des prendre en compte, contraintes. quoi. Voilà, on a des contraintes liées aux normes et puis aussi parfois, à l'équation économique. Pour autant, nous sommes des constructeurs et des concepteurs, responsables. C'est-à-dire quand nous construisons pour durablement accompagner nos locataires, les habitants des territoires, on prend en compte véritablement les questions des usages. Donc la concertation que l'on mène avec les locataires dans les projets de réhabilitation ou parfois dans les projets d'habitat participatif qui sont intéressants parce que là, on réfléchit à des futurs accédants de la conception des logements qu'ils vont acheter ensuite. Et ça, c'est très intéressant. On apprend énormément dans nos métiers de ces sujets-là. Alors, ça ne règle pas tous les problèmes. Mais je peux vous assurer, et je pense que tout autour des deux parties de la table ronde, vous aurez ces réponses-là sur le fait que nous sommes confrontés au réel. Oui. Et c'est positif. Et nous écoutons les locataires. Ils sont présents dans nos conseils d'administration. Ils savent nous rappeler les contraintes qui doivent être les nôtres dans l'acte de construire et de réhabiliter. Puis on a une deuxième originalité, c'est l'arrimage avec le premier groupe de santé en France, le groupe Vive, qui fait que nous faisons une promesse de logement santé. Et à travers ça, Stéphane Juni, qui hier Oui, qui vous a était venu, répondu hier. sur ces sujets-là, c'est quelque chose de véritablement important. Donc comment dire, nous voulons effectivement, et Michel Fréchet vient de le dire en parlant de bien-être des locataires, des habitants, comment on se fixe ça comme objectif si on n'écoute pas les habitants et si on n'en tient pas compte sur la conception. Donc pour nous, ce sont des éléments absolument déterminants et on fait notre travail en responsabilité si on arrive à concilier les contraintes économiques, les contraintes réglementaires, environnementales, et le souci du bon usage et du bien-être de nos locataires. Et je voudrais dire aussi sur ces sujets-là, parce qu'on stigmatise parfois la question des locataires du monde HLM, en disant ils ont d'abord un problème de fin de mois, mais je crois que vous partagerez avec moi qu'ils ont aussi une conscience écologique Bien réelle sûr. et qu'ils ont aussi un questionnement de fin du monde. Et ils arrivent aussi à concilier les deux, et ça aussi, ça nous apprend énormément. Donc ça veut dire que dans Véritablement. les attentes dont ils vous font part, il y a aussi ce souci-là de trouver des solutions sur le plan écologique. Il y a une question d'ailleurs sur les grosses chaleurs. Pendant les grosses chaleurs, les personnes âgées souffrent particulièrement. Les bailleurs sociaux équipent-ils de climatiseurs les appartements? C'est une question parce qu'on dit climatiseur. Ah oui, mais c'est pas respectueux de l'environnement. Donc qu'est-ce qu'on fait? Parce que quand même, on en souffre. Alors, est-ce que je peux prendre le lead sur après, je Alors partagerai avec allez-y, vous d'autres. avez pris le Mais c'est micro. vrai que pour nous, alors on en parlait tout à l'heure tous les deux, parce qu'on a beaucoup à apprendre aussi de ce qui est réalisé par nos amis dans les Drômes qui sont en avance de phase sur nous. Mais je crois que c'est vraiment très important. Nous, dans notre logique de logement santé, on peut pas se dire il fait trop chaud et c'est ballot, hein, mais c'est pas agréable. Non, c'est que c'est pas agréable et ça a des impacts sur la santé. Ça a été aussi évoqué hier dans les paroles libres. Ce qui est déterminant, nous, dans notre label logement santé, on prévoit de manière optionnelle la pose de brasseurs d'air dans les logements, c'est quand même assez innovant en métropole. Et d'ailleurs, on imagine que sur une certaine partie du territoire, ça soit plus optionnel, c'est-à-dire que ce soit Ça soit systématique systématique. D'accord. dans nos résidences labellisées logement santé.
Et je D'accord. vais laisser peut-être ma Je collègue sais pas si connaît quelqu'un mieux le veut. sujet. Christelle, de toute façon, je voulais vous poser une question. Comment vous traitez ces aspects-là? Parce que j'imagine qu'on n'a pas les mêmes températures déjà en Guyane et en métropole. Et puis aussi, comment on fait pour traiter tous ces sujets-là d'efficience et d'efficacité avec le contexte que vous vivez, à la fois sur le plan économique et social en Guyane? Comment ça se passe? Oui, bonjour à tous. Donc, il est vrai que la Guyane est un territoire d'outre-mer assez singulier, Oui, puisque nous ne sommes pas sur une île, nous sommes sur un continent, avec effectivement des aléas climatiques auxquels nous sommes confrontés. Au-delà des aléas, en Guyane, nous avons une bisaisonnalité qui est très marquée, avec une période de sécheresse qui dure à peu près 6 mois, où on relève de plus en plus des niveaux de température élevés. On peut aller jusqu'à 30-32 degrés à certains moments en fait, de la journée, et une saison des pluies qui est très forte. marquée par des pluies parfois moins régulières, mais beaucoup plus intenses qu'il y a quelques années. Et donc par rapport à ces éléments, nous avons en fait dans les DROM une réglementation particulière qui implique, au-delà du thermique, la question de l'aération, puisque dans le cadre de la RTAA DOM, nous devons garantir le moins d'usage en fait possible d'éléments donc énergétiques comme les Les climatiseurs, climatiseurs, et ouais. pouvoir en fait favoriser la ventilation naturelle. Or, quand on doit en fait favoriser la ventilation naturelle, il faut de grands ouvrants, il faut pouvoir faciliter une ventilation traversante. Quand on est sur un territoire chaud, tropical comme la Guyane, On n'a pas tout le on temps envie intègre des d'ouvrir. locataires qui n'ont pas toujours envie en fait d'ouvrir leurs fenêtres, parfois mettre des occultations, et c'est toujours la question de quelle est la vraie en fait efficience entre l'usage réel par les locataires du logement dans lequel ils sont, qui est en fait conçu pour pouvoir faciliter l'aération et éviter la pose de climatiseur, quand finalement, donc en termes d'usage, on est plutôt sur de l'occultation de ces ouvrants. Et comment vous faites alors? Où vous placez le curseur entre ce que vous prévoyez pour eux et ce qui est applicable chez eux? L'un des éléments qui est pour nous en fait essentiel aujourd'hui, c'est la question de la proximité. Pouvoir échanger avec les locataires, non pas uniquement avant l'entrée dans le logement, non pas uniquement au moment de la remise des clés, mais finalement, donc une fois qu'ils sont en Dans leur fait façon de installés, vivre? avoir des gardiens en proximité qui vont les conseiller sur l'usage le plus en fait favorable possible, qui nous en fait permet donc à la fois d'avoir la bonne équation entre l'immeuble conçu, le logement conçu et finalement leur usage au quotidien. Et c'est aussi écouter ces retours d'expérience avec toujours un trilemme en fait, mais vous en parliez tout à l'heure, nos logiques en fait de pari finalement sur des équipements, voire des matériaux qui viennent de l'autre bord, avec finalement des retours sur expérience que nous n'avons pas toujours dans des logiques de surcoût, parfois avec des amortissements diminués, parce qu'il nous est difficile d'avoir, au-delà de Bien l'aspect sûr. théorique, des retours d'usage immédiat sur des matériaux dits innovants, mais sur le continent en fait, européen, et qui ne sont pas forcément toujours adaptés à nos territoires ultramarins. Alors, le trilemme est bien mis en scène par, Fanny, hein, qui l'a bien repéré. Heu, je sais pas si c'est moi aussi. Exemplarité environnementale, résister au changement climatique, qualité de vie, difficile de répondre, à ce trilemme. On a une question aussi, hein, qui vous concerne directement. C'est tout bête, hein, c'est d'utiliser votre expérience, l'expérience des outre-mer pour trouver, les solutions futures de la métropole. Ça paraît assez logique, vous vivez des choses qu'on est en train de vivre, vous avez un peu de recul, donc on va essayer de bénéficier de votre, retour d'expérience. Oui, oui, et c'est aujourd'hui, donc au sein du groupe CDC Habitat, une vraie gageure et une vraie en fait, valeur ajoutée, puisque CDC Habitat, sur les 165 000 logements que compte effectivement la structure, les outre-mer représentent à peu près 100 000 logements. Et de plus en plus, justement, nous capitalisons sur ces retours d'expérience, à la fois sur des usages, on va dire, donc de matériaux un peu nouveaux. En Guyane, on peut parler de la brique de terre compressée que nous avons en fait, sur le territoire, mais qu'on initie notamment en fait en façade pour pouvoir diminuer finalement la La chaleur. chaleur?
On parle aussi en fait de réflexion forte sur la gestion intégrée des eaux pluviales qui nous permettent, nous avons en fait lancé 2 projets donc actuellement avec une gestion des surplus d'eau et du coup du réusage et ce sont des retours d'expérience donc après qui sont en fait capitalisés donc au sein du groupe Mmh. à travers nos différents séminaires professionnels. On a beaucoup de choses à apprendre de vous, des Outre-mer. Ça inverse un peu les rôles de temps en temps. Alain Mogart, avec votre regard, votre expérience, votre recul, qu'est-ce que vous pensez de ces sujets, de la façon dont on les prend en compte à l'heure actuelle, de ce trilemme? Oui, alors c'est pas facile. Non, Bon. ça Non, on l'a mais compris, hein. attendez. Moi, j'ai connu des époques où la thermique était le sujet central. Maintenant, on a des questions beaucoup plus vastes dont on va discuter dans les 2 tables rondes. Et j'ai le courage de dire aussi que on demande à tout ce monde du bâtiment, tous les acteurs, des progrès qui sont très importants, très importants. C'est un saut très important pour vous? C'est un saut de Ah oui, technologie, de pratique? c'est un très gros challenge, Mmh. très gros challenge. Et ce challenge, moi j'ai tendance à dire que c'est excitant aussi. Si vous êtes un sportif, un challenge, ça vous excite, vous avez envie d'y arriver. Donc je sens, et je crois qu'on a discuté entre nous, les intervenants, que personne n'a baissé les bras, personne dit on n'y arrivera pas. On dit juste que trouver les solutions, c'est pas facile Mmh. et elles sont pas évidentes. Et chaque fois qu'on croit en avoir trouvé une, on s'aperçoit que, on avait oublié l'usage, on avait oublié les locataires et ça marche pas comme prévu. Bon, donc moi je dis, il faut être toujours ambitieux, mais écoutez, c'est dur et on s'attelle au problème. Bon, alors pourquoi c'est plus dur qu'avant? J'ai essayé de réfléchir. D'abord le titre efficacité, efficience. J'ai regardé dans le DICO. Bon, on va pas, On va pas refaire Maître allez, Capello et toutes les bon, je vais quand définitions. même employer les 2 mots, mais bon, moi je n'en fais pas une différence énorme. Bon, alors pourquoi c'est difficile? Plus difficile, c'est que les performances qu'on nous demande, et donc on nous demande d'être très efficace pour arriver à ces performances, elles sont beaucoup plus vastes qu'avant. Il y a l'énergie, le carbone et dans la réglementation Euro 2020, le confort d'été. Mmh. On va y revenir aussi au confort d'été. Le confort d'été, il apparaissait à peine dans les précédentes réglementations. Le carbone, c'était simple. Moins on consomme d'énergie, moins on fait du carbone, on fait des faits, et c'était ça la solution. Et vous avez tous compris, on a tous compris, que quand on a découvert que des bâtiments qui ont des coûts d'exploitation qui consomment très peu d'énergie, ou de moins en moins d'énergie à l'exploitation, on a découvert que 50% du carbone est au moment de la construction Mmh. et pas étalé sur 50 ans en un seul coup. Donc, si vous voulez, alors vous pouvez dire, ils n'ont pas été doués, hein, ils n'ont pas vu ça venir, etc. Ben non, voilà, c'est la vérité. Plus c'est gros, moins on le voit Moi, en oui, général, hein. au CSTB, on n'a pas vu venir ça tout de suite. Par contre, quand on l'a vu venir, on l'a dit très très vite. Et donc, c'est pour ça qu'est arrivée cette question carbone. Et cette question carbone, elle est plus dure que les autres parce que pour le locataire, pour l'individu, bon, c'est une question générale, le carbone. Quand on cherchait à baisser les coûts d'exploitation et tout, on pouvait dire, si on réussit, ça coûtera moins cher. On avait quelque chose. Voilà. Donc, nous avons 3 objectifs. Il y en a un, le carbone, on le veut au sens rationnel pour la planète, si vous voulez. L'autre, diminuer la consommation d'énergie, on y a intérêt. Et le confort d'été, on va en parler parce qu'on va en parler plus. Oui. Vous avez tout préparé, donc on sait, je ne vais pas en parler Ouais. tout de suite. On va en parler, c'est le point important. Donc, Je voudrais vous interrompre juste parce qu'il y a une question justement déjà sur l'énergie. Est-ce que si on travaille justement sur l'énergie, la conception durable, on peut faire baisser les factures pour les locataires? C'est un peu le but aussi. alors, ça a été très bien dit. On peut le faire baisser, si les travaux sont bien faits, et deuxièmement, si c'est pas trop compliqué de vivre dans ces logements. Voilà, ça c'est clair. Si on a des systèmes, autant dans les bureaux, on peut faire des systèmes compliqués avec Oui, c'est géré. les BET se régalent, etc. Bon, dans le logement, on a envie de choses pratiques, simples, et en plus, il faut comprendre aussi.
on va en parler. Je pense que du côté des locataires, si on n'explique pas, si on ne comprend pas comment se servir, si je puis dire, ces nouvelles possibilités du logement, eh bien, ils ne le feront pas. Ou alors, il y aura des effets rebonds qu'on n'aura pas prévus. Donc là, je crois qu'on est sur... Alors, je me suis penché un peu sur l'idée d'efficience aussi. Pourquoi on fait la différence entre efficience et efficacité? Moi, il me semble que l'efficience, c'est de dire trouvons la bonne synthèse. Trouvons la bonne synthèse de tous ces objectifs qui sont parfois contradictoires et essayons d'être intelligents, d'avoir une intelligence collective sur le sujet. Alors, la bonne synthèse sur l'efficience... Vous l'avez? Non, je vais essayer de réfléchir aussi. Bon, d'abord, est-ce qu'il faut tout chercher comme objectif, de la satisfaction des objectifs sur le bâtiment? Pas seulement. Il faut chercher aussi dans le quartier. Nous allons en parler dans la deuxième table ronde. Il y a plein de solutions, en tout cas sur le confort d'été, où il y a des solutions d'urbanisme qui peuvent venir. Donc ça dépasse le bâtiment, en fait. Là, c'est plus la vie ensemble. Donc, première idée, l'efficience, ça nous oblige à raisonner à une échelle plus vaste que le seul bâtiment, que la seule architecture de bâtiment. C'est les quartiers. Deuxième idée sur l'efficience, elle doit tenir compte du stock et du flux de la construction neuve. C'est-à-dire que c'est un peu idiot de mettre que le paquet sur la construction neuve si le stock, on ne le fait pas progresser en même temps. Donc il y a une sorte d'équité, et ça, il me semble que ça doit être vrai, des locataires qui jugent que si il n'y a que les nouveaux bâtiments qui sont bien construits, bien conçus, on a vu qu'on aura le problème des surfaces, on va en parler dans la deuxième table ronde. Mais c'est un problème d'équité entre les deux. Mais la deuxième idée, l'efficience, elle est à chercher sur le stock et le flux. Et d'ailleurs, quand on va aborder maintenant le changement climatique, vous ne pouvez pas dire aux gens du stock, ah ben non, c'est pas... Dommage pour vous, ce ne sera pas pour vous. Ils le veulent tout de suite, c'est tout de suite que ça se passe. Donc là, on a aussi une deuxième nouvelle façon de poser les problèmes de l'efficience. Alors, il y a... Juste un mot, puis comme ça je fais tourner, puis je reviendrai de toute façon vers vous, peut-être pour développer, parce que je voyais que vous vouliez réagir, Patrice Tillet, et il y avait deux questions que je voudrais vous transmettre, qui sont passées, que vous avez vu défiler, que je trouve intéressantes. C'est la question de la sobriété. Est-ce que c'est pas, alors que je la retrouve, faut-il pas veiller à la sobriété des normes, au risque de créer une inflation des prix de vente et un décalage avec un parc existant moins qualitatif? Et puis la question du prix des opérations. Est-ce qu'au bout d'un moment, le prix commence pas un peu à gonfler? Alors, moi, je veux aussi répondre à la question vis-à-vis des habitants, parce que la question c'est est-ce que tout cela va permettre de réduire finalement le coût pour les habitants, et je crois que dans l'acte de construire, de rénover, nous sommes, nous, bailleurs sociaux, un acteur parmi d'autres. Et en fait, pour avoir échangé avec la directrice générale de GRDF hier, on voit aussi que les industriels ont un rôle à jouer et que sur pas mal de sujets, des évolutions interviendront. Et c'est pour ça que nous, les bailleurs, nous avons une responsabilité vis-à-vis des territoires, des habitants, de la planète. Et c'est de se dire aussi, il faut se donner un peu de temps, y avoir beaucoup d'humilité par rapport à des solutions et de se dire, ça y est, j'ai fait la synthèse, j'ai résolu le trilemme et j'ai la solution. En fait, il faudra se dire que non, que ça va prendre du temps, qu'on pourra se tromper, peut-être qu'on devra se tromper. En tout cas, il faudra aussi, avec les bureaux d'études, avec les industriels, avec les entreprises qui assurent la maintenance, de plus en plus, on les intègre dans la conception des projets et on peut aussi être aidant sur la génération de nouveaux métiers, de nouvelles capacités d'accompagner cette transition écologique. Donc je pense que tous ensemble, on va accompagner ce dispositif-là et j'ose espérer effectivement que si on n'arrive pas à maîtriser le coût de l'énergie, de la molécule, parce que ça nous dépassera. En revanche, sur les consommations, on voit que par des chaudières individuelles ultra performantes, on peut réduire la consommation. Et puis, ce que m'expliquait Madame Detz-Poirier, c'est qu'on peut aussi capter le CO2 et faire en sorte que, du coup, il n'y ait plus de production énorme de CO2 avec une chaudière gaz. Donc, ce n'est pas totalement inintéressant de se dire, soyons vigilants, parce qu'on est devant un chemin qui va être long et dans lequel il faudra être
assez vigilant à ne pas faire de faux gestes Mmh. et de passer comme on l'a vécu dans le logement social, tout d'un coup, Ouais, tout de tout, électrique, puis après au ouais. tout gaz. On est un peu Finalement, on monomaniaque en voudrait, général, hein. On voit une voilà, idée, à chaque fois et hybridons nos solutions et essayons de trouver la voie heureuse d'un mix énergétique en pensant aux habitants aussi. je vais revenir vers vous, Martial, juste dans une seconde pour aborder le confort d'été et puis Christelle aussi. Mais Alain, moi j'ai une question quand même parce que tout à l'heure vous avez dit on n'avait pas vu que la conception c'était 50% en fait des émissions carbone. Et vous avez parlé d'erreurs, Patrice. Est-ce qu'on risque de faire des erreurs comme ça aussi grosses ou est-ce que là on commence à avoir une palette de tout ce qu'il faut envisager qui nous permettent de faire des erreurs forcément mais minimes? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pas bien compris, après l'erreur, vous dites qu'est-ce Bah, est-ce qu'on n'a quand même pas pris en compte que la conception, c'était quand même le poids lourd quand tu es émission? Est-ce qu'on risque de faire une erreur comme ça dans ce qui va venir? Quelque chose Non, mais d'aussi alors, gros? Parce attendez. qu'on a une grille d'analyse assez importante. Oui, mais attendez, je suis honnête intellectuellement en disant qu'on a fait une erreur. Maintenant, je vais la nuancer un peu. Il faut bien comprendre que quand on mettait le maximum de carbone dans le fonctionnement, les Oui. 50 ans ou les 100 ans de vie, le carbone de la construction était epsilon, enfin epsilon, Mmh. était faible. Donc, on est arrivé, quand on a réussi la RT 2012, pour faire simple, eh bien, la RT 2012, comme on y est arrivé, à ce moment-là, il faut traiter la question carbone. Et d'ailleurs, sur ce sujet-là, les industriels font des progrès. Ça va à toute vitesse. Il se passe plein de choses. Parce que, au moins, une des comment dire, avantages des réglementations, c'est que ça donne une lisibilité stratégique aux industriels. Ils savent qu'il faut qu'ils diminuent le carbone, et vous n'avez qu'à voir toutes les filières, toutes. Il n'y en a aucune qui a abandonné la partie, toutes cherchent à décarboner. C'est Mmh. formidable. Mmh, mmh. Il y a une question sur le biosourcé, la RE 2020 niveau 25 et le niveau biosourcé demandé par certaines collectivités ne permettent pas de sortir des opérations équilibrées. Il y avait déjà une question justement sur ça, sur le fait qu'on se retrouve avec des opérations qui sont difficiles à financer. Je ne sais pas qui veut répondre là-dessus. Et puis, Martial, je voulais vous entendre sur le confort d'été aussi, sur comment on traite ce sujet-là Oui, alors, dans le Var. bien sûr. Pour répondre à la question sur le biosourcé, bien évidemment, plus on est ambitieux dans le choix des Ça coûte cher. matériaux et les filières, et plus ça coûte cher. Mais je le redis, c'est une question d'efficience. Si ça coûte cher à l'investissement, mais que derrière, ça a mis peu de carbone à la construction, et que derrière, ça permet de faire des économies pour qu'un bâtiment émette moins de carbone, ça peut s'entendre. Je voudrais parler du confort d'été et élargir, revenir sur ce qu'a dit M. Alain Mogart sur le stock et le Oui, neuf. et le flux. Pour moi, c'est essentiel. En tant que bailleur, on a une responsabilité, puisqu'on ne peut pas avoir un parc à deux vitesses, et ça serait la tendance, le risque, si on se concentrait uniquement sur la conception et l'exploitation des bâtiments que l'on construit, puisque c'est quand même une part finalement pour l'instant résiduelle de notre parc, il faut être clair. À Var Habitat, on a un parc de 16 000 logements, notre parc, il a un âge moyen d'une trentaine d'années. Et Donc ça veut dire qu'il faut il réhabiliter, faut penser rénover, il faut penser. exactement, et on va y revenir sur le confort d'été. Et surtout, ça serait d'autant plus injuste qu'il faut bien savoir qu'aujourd'hui, pour construire ces belles résidences neuves qu'on veut efficientes, on met beaucoup de fonds propres, et que ces fonds propres, ils proviennent des loyers de nos locataires qui sont là depuis parfois 30 ou 40 ans. Mmh. Donc on ne peut pas les oublier. D'accord. Et on a des solutions, on a des choses à leur apporter, ça a été dit, et on est parti aussi à Var Habitat dans cette logique de dire on ne pourra pas climatiser notre parc, ni l'ancien ni le nouveau, parce que ça serait trop coûteux. C'est pas écologique, on reviendrait dans les logiques. Bon, même si l'électricité en France est très peu carbonée, c'est vrai, mais c'est surtout que on pourrait mettre nos familles en difficulté puisque on essaie de leur limiter les charges et qu'un climatiseur consomme beaucoup d'énergie. Le test des brasseurs d'air que l'on fait, nous, dans le neuf depuis quelques années maintenant, dans les pièces de vie, donne de très bons résultats, répond en grande partie à ce besoin de confort d'été qui devient problématique. Et ce type de dispositif peut très facilement s'adapter dans nos logements existants, anciens. Et donc là, alors nous, on est dans le sud, c'est vrai qu'on n'est pas à la Guyane. Oui, mais vous avez quand même de plus en des plus pics de fortes chaleur à 38 degrés l'été, on a eu deux vagues. On a des appels, mais tous les bailleurs les ont. On a des appels au secours de nos habitants qui n'arrivent plus à vivre et à dormir dans leur logement. Et ça, on ne peut pas juste leur répondre, la clim, c'est trop coûteux et ça consomme très d'électricité. On peut trouver des solutions. Il faut donc, dans la conception pour le logement neuf, ils sont tous traversants, ils sont ventilés comme il faut, ça améliore un peu.
Mais le brasseur d'air peut leur amener une solution. Et donc, on s'intéresse à ça. Et là, il faut le faire en partenariat avec Oui. nos associations de locataires, parce qu'ils ont une vision aussi sur ces points-là intéressante. Mais même si nos locataires sont effectivement pas moins aptes à utiliser les dispositifs techniques que la population générale, ça c'est certain. Michel avait l'air de dire qu'il se débrouille quand même. Cela dit, il faut parfois aussi rappeler, et ça a été dit, les équipes de proximité qui sont Oui. dans nos résidences, Qui viennent accompagner en parler. les habitants, rappeler parfois des gestes simples qu'on oublie tous, de dire quand il fait 35 degrés dans la journée, il ne faut pas fermer, faut pas aérer de 8h du matin à 15h. Laisser fermer, se Parce qu'une protéger fois de que l'air la à chaleur. 35 degrés, il est rentré dans l'appartement, d'autant mieux si on l'a isolé en faisant une ITE ou ce genre de dispositif, ça devient des vraies cocottes minutes. Fermez vos occultants de bonheur. Et on doit les accompagner et être au quotidien à leur côté, parce que le confort d'été, pour moi, aujourd'hui, dans la partie au sud de la Loire, ça va devenir une problématique plus prégnante. Générale de plus en plus, hein, sur toute la froid. France et bon, évidemment en Outre-mer. Oui. Alain Mangard, Oui, non, je ne vais pas trop parler. Le confort d'été, ce n'est que le début. Oui, ça va concerner tout le monde. C'est déjà connu. Ça va augmenter chaque année. Donc, on n'a pas un problème actuel. On a un problème devant nous qui va être de plus en plus difficile. Généralisé. Alors, je vais être un peu iconoclaste, mais comme c'est un des trucs qui me... vous avez des toits sur les HLM. Sur ces toits, on peut mettre des panneaux photovoltaïques. Il se trouve que le photovoltaïque, il donne en été. Il se trouve que peut-être, on va trouver toutes les solutions sans clim maintenant. Mais peut-être qu'il faut prévoir, si on se tape plus 4 degrés, on n'échappera pas dans le futur. Et à ce moment-là, il y a une certaine solution élégante qui est de dire, on a prévu cette électricité décarbonée, photovoltaïque, dont on pourra faire l'usage, puisqu'elle produit le plus pendant les périodes chaudes, pour améliorer votre confort d'été. Moi, je trouve qu'il y a un projet là qui est de dire, on pense à vous. En plus, en attendant, ça peut servir en autoconsommation, voilà, etc. Et c'est un surplus qui permet de mieux gérer les temps d'été. Qui serait lié à l'idée ils ont pensé à la suite. Ils ne sont pas toujours en retard d'une guerre, ils ont pensé à la suite. Et là, il y a peut-être une idée intéressante d'avoir une sorte de solaire des logements sociaux, voilà. Et cette photovoltaïque, électricité solaire décarbonée à la disposition du monde HLM. Et donc, pas seulement de la construction neuve, mais du parc. Michel Fréchet, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les locataires, ils ont conscience qu'il y a toutes ces recherches sur l'évolution de leur logement, que ce soit nouveau ou des logements dont ils bénéficieraient depuis un moment? Et comment ils prennent ces innovations? Vous avez l'air de dire qu'au niveau technique, vous l'avez déjà dit tout à l'heure, et que ce n'est pas un gros souci, bon, ils peuvent en parler. Non, mais vous êtes néanmoins dans la même logique intellectuelle que ceux qui considèrent que les locataires sont une ovni à part, pas capables de comprendre un certain nombre de choses. Ça m'étonne. Alors vous cherchez à en sortir, mais vous y revenez à chaque fois. Les locataires, même si au début ils ne savent pas se servir de telle ou telle chose, finissent par apprendre. Vous savez, il m'est arrivé dans le cadre des fonctions que j'ai, d'avoir des échanges avec des gens, des décideurs qui étaient censés avoir un certain niveau intellectuel, etc., et qui, devant quelque chose de tout bête, ne savaient pas comment réagir. Oui, donc, arrêtons un peu de considérer les locataires comme des gens venant d'une autre planète, incapables de comprendre. Ils ont ce qu'on appelle, en psychologie, une intelligence pratique. Ils n'ont pas obligatoirement fait les grandes écoles, et encore, il faut voir, mais ils ont une intelligence pratique qui compense le reste. Ne l'oublions pas. Je voudrais revenir sur d'autres choses. Oui, d'accord. Et moi, je voudrais savoir s'ils ont conscience un peu de tout ce qui se trame, justement, en termes d'innovation, puisque là, on parlait de photovoltaïque qui puisse alimenter des climatiseurs ou des choses comme ça. Est-ce qu'ils voient le souci qu'on porte à leur écologie du quotidien et à tous ces aspects-là? Évidemment qu'ils ont conscience de tout ça. Écoutez, quand ils vivent dans des logements surpeuplés, ça existe les logements surpeuplés dans le secteur du logement social, il ne faut pas se le cacher. Quand ils constatent que certaines choses ne fonctionnent pas,
l'ascenseur qui tombe souvent en panne et qui n'est pas réparé immédiatement, et donc il faut monter les étages à pied. Et en plein été, sous la canicule, c'est pas simple de monter 7, 8, 10 étages à pied. Eh bien, ils n'ont pas besoin d'avoir conscience. Ils l'ont, cette conscience, parce qu'ils souffrent des conséquences du changement climatique. Je voudrais revenir sur ce que disait M. Maugarl. Les fameux, ça y est, j'ai oublié le terme. Photovoltaïque? Non. Non, qu'on met sur les toits, là. Photovoltaïque, oui. Oui, Les panneaux, voilà. les panneaux solaires. Oui, les fameux panneaux solaires. C'est une belle chose, hein. Intellectuellement, c'est parfait. Seulement, dans le fonctionnement du quotidien, on constate qu'il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas. Et j'ai même l'exemple de certains bailleurs qui, parce que c'était obligatoire, ont mis au moment de la construction des panneaux solaires sur les toits. Et puis, voyant que c'était un peu compliqué, etc., ben, on finit par tout arrêter. C'est-à-dire que les municipalités qui obligeaient à faire ça n'étaient pas au courant, bien entendu, et on est revenu au système ancien. Hein. Alors, donc, c'est peut-être aussi, on est peut-être dans un Oui, temps où il faut mais- essayer pour se tromper, oui, pour non, revenir et non, pour mais faire mieux. là, il y a des choses à dire quand même Peut-être. sur l'entretien, mais je voudrais terminer quand même. Après, je sais que Patrice, vous réagissiez Oui, à je voudrais ça. terminer quand même sur le coût des logements. Oui, ça augmente, mais je voudrais quand même vous citer quelques réalités. Quand on regarde le budget des locataires, la manière dont il est réparti il y a 30, 40 ou 50 ans et aujourd'hui, le coût du logement dans le budget Oui. a fortement augmenté. On en Et a ça, parlé, c'est une réalité, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est bien beau d'installer un certain nombre de choses, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, après, il y a l'entretien, et l'entretien, c'est un coût supplémentaire pour les locataires. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue un peu. Hein, C'est une en vision sortant. globale qui intègre tout. Patrice, sur ces histoires d'essayer aussi des nouveautés, de se tromper, bon. Alors, moi, ça me fait sourire parce que j'ai eu cette expérience professionnelle au tout début du solaire. Donc, Michel, vous avez raison, puisque j'ai vécu ça Donc des essais qui n'étaient pas très... hiver, parce qu'on a voulu être bon. en innovation. Donc, cet exemple, et vous voyez, on écoute hein, les locataires et leurs représentants. Cette drôle de bête qu'est C'est le une locataire. réalité. Je voyais peut-être des gens de votre confédération qui opinaient quand vous donniez cet exemple-là, et c'est une réalité. Et c'est pour ça que tout à l'heure j'expliquais, et peut-être que vous en parlerez dans la deuxième partie de la table ronde, c'est qu'il faut embarquer aussi derrière les industriels qui conçoivent, les installateurs qui posent, et ensuite les entreprises qui ont la capacité de maintenance. Et on a toujours ce moment-là de dire, est-ce que les entreprises que l'on va missionner pour faire ont véritablement les compétences pour, et c'est aussi un enjeu pour nous dans les qualifications qu'on exige, et puis derrière les qualifications, c'est un peu parfois que des papiers, et le cas concret que j'évoque, que j'ai connu, c'était juste que les bornes n'avaient pas été fixées correctement, et pendant 2 ans, les locataires disaient ça ne marche pas, et le bailleur dit bah si, quand même, l'expertise technique, c'est moi qui l'ai, l'ingénieur, il est chez nous, et si, ça marche, le solaire, ça marche. Bah, la réalité, c'est qu'il faut savoir écouter les habitants, parce que quand ils disent non, ça marche pas, finalement, on va quand même voir sur le toit le branchement, et là on se dit ah oui, c'est sûr qu'on n'avait pas branché comme il fallait. Donc ça, il faut admettre aussi que la parole des habitants a cette valeur-là. Voilà. Et derrière, il y a un véritable enjeu de faire en sorte que les entreprises avec lesquelles nous travaillons pour la conception, l'installation, la maintenance soient au niveau. Donc ça sera aussi un des enjeux d'accompagner des nouveaux processus techniques, des nouveaux outils, des nouvelles chaudières, des nouvelles solutions. Il va falloir embarquer tout l'écosystème technique derrière. Christelle, merci. Je voulais revenir avec vous sur les changements, les risques climatiques, parce que vous les vivez et vous en parliez tout à l'heure, par exemple, les fortes pluies ou les choses comme ça. Comment ça se passe? Vous constatez, comme nous, une accélération, et comment on gère ce type de choses? Encore une fois, vous êtes une sachante par rapport à nous en métropole. Comment on vit ça au quotidien? Alors avant de répondre, je souhaiterais juste insister effectivement sur la nécessité de création complète en fait de filières et de filières ancrées sur un territoire. Parce que pour le coup, on parlait tout à l'heure de panneaux solaires photovoltaïques. Les panneaux photovoltaïques en fait en Guyane sont ceux qui alimentent nos chauffe-eau solaires. Sauf que quand on a effectivement des chauffe-eau solaires qui fonctionnent sur une année, parce qu'ils sont en fait obligatoires en Guyane depuis 2016 sur 13 communes sur 22.
donc de la Guyane. Quand on a des chauffe-eau branchés sur des panneaux solaires photovoltaïques qu'on fait venir de l'autre bout du monde, Oui. pour lesquels très il n'y a écolo, pas ça. de Voilà. filière de maintenance Local. formée pour pouvoir en fait les entretenir, et qu'en plus la moitié de l'année l'eau sort du robinet sur la période de sécheresse, avec des sécheresses de plus en plus importantes à 26 degrés, et quand en saison des pluies on n'a pas du coup l'eau chaude, mais comme on le voudrait parce qu'il pleut, parce que c'est moins ensoleillé, on se pose la question effectivement de l'efficience, à la fois pour nous en tant que bailleurs pour des questions de coût, d'investissement, mais aussi d'entretien, et aussi la question du coût pour les locataires qui ont finalement ces charges. Donc sur la question vraiment de réflexion, de maillage entre tous les professionnels en fait de la filière, c'est un élément essentiel pour nous et qui doit être aussi pensé de façon territoriale. Pour revenir à votre question sur effectivement cette prégnance en fait des aléas et des risques climatiques, c'est vrai qu'on se rend compte que les bonnes idées d'aujourd'hui ne sont pas forcément les bonnes idées de demain, et on se rend compte que les phénomènes en fait s'accentuent de plus en plus. En Guyane, nous avions par exemple nous avons encore une conception très spécifique des toitures pensées pour pouvoir justement favoriser l'évacuation des pluies abondantes, avec des toitures en pente et de larges débords, sauf que quand on a des phénomènes de vent tournant qui sont de plus en plus récurrents et qui du coup favorisent en fait des toitures de ce type, mais favorisent la prise au vent, c'est dès à présent et pas quand on aura des toitures envolées en fait par dizaines qu'il nous faudra en fait commencer à réfléchir. Or, on ne peut pas réfléchir tout seul sur ces sujets. Il est important pour nous de pouvoir, face à ces aléas climatiques, avoir un véritable maillage et un dialogue régulier avec les concepteurs, avec les architectes, mais aussi avec les entreprises qui demain vont pouvoir mettre en place des contrôles différents, etc. Donc nos réflexions aujourd'hui, mais sur le territoire, sont surtout en fait posées sur ces éléments de comment on arrive à anticiper demain, donc en ayant de la data, de la donnée, qu'on a malheureusement pas toujours en fait sur le territoire. On peut avoir beaucoup de données en fait à l'échelle de l'Hexagone, mais très peu de données spécifiques sur le territoire qui pourraient nous permettre en fait d'anticiper et de pouvoir penser des projets beaucoup plus adaptés pour pouvoir justement pallier ces aléas. Donc des filières locales et puis des données un petit peu traitées pour vous donner un peu de temps pour anticiper. Alors je ne veux pas insister, mais ça fait la troisième question qu'il y a quand même sur le coût et sur laquelle on n'a peut-être pas tellement répondu. La dernière étant, construire mieux revient à un coût 3 fois et demi supérieur à celui du standard. Est-ce que c'est compatible avec le modèle économique des bailleurs? Parce que forcément, et on l'a dit quand même, que c'est des coûts supplémentaires. Non seulement il faut intégrer tout, y compris la maintenance, il faut accompagner. Je ne sais pas qui veut répondre, Martial peut-être ou Christelle, les deux, allez-y, et puis après Martial. Mais sur la question du construire mieux, justement, c'est se dire qu'est-ce qu'on met derrière le construire mieux. Parce qu'on se rend compte effectivement sur certains usages que sur du parc, on parlait justement du stock, mais que sur des logements, sur des résidences plus anciennes, qui avaient été conçues, mais peut-être avec des modalités constructives liées aux normes de l'époque, on a parfois des retours en fait plus positifs face à l'usage que sur des résidences neuves, parce que parfois, sur des résidences neuves, la norme amenant la norme, la simplification amenant plutôt la complexification, on a des difficultés en fait à pouvoir être au clair sur ce qu'on fait dans l'acte de construire. Nous avons travaillé donc au niveau en fait de nos sociétés à une charte en fait de qualité architecturale, charte qui a été pensée à la fois nourrie des retours d'usage en fait de nos locataires, mais aussi nourrie des retours d'usage en fait des équipes techniques, des équipes de terrain, et aussi en fait des élus sur les territoires qui ont donc également des retours pour pouvoir nous permettre de mettre en œuvre en fait certaines exigences au niveau de nos cahiers des charges, et des exigences pas qu'au niveau du bâti, mais aussi au niveau de l'extérieur, parce que quand on parle en fait d'augmentation des températures, on parle aussi des îlots de chaleur, des zones d'ombrage, des zones de fraîcheur, etc. Donc vraiment la question de la concertation nous paraît en fait essentielle pour pouvoir être au clair sur ce qu'on met derrière cette définition de construire mieux et pouvoir le faire. Martial, on a l'impression que c'est un peu des choix dans les exigences qu'on va avoir.
des choix à faire par rapport aux usages ensuite qui vont être C'est ça, effectivement, c'est une affaire de choix et c'est un choix très difficile. très difficiles. Mais C'est oui. pour ça que c'est bien qu'on se parle, qu'on se concerte et qu'on n'oublie pas nos habitants. Alors que ça a été dit et redit, parce que les choix que l'on va faire, c'est surtout eux qui vont derrière les vivre. Les vivre, oui. Mais sur l'aspect financier, alors 3 fois et demi le prix, non, je crois pas. Ça coûte plus cher de mieux construire. Alors c'est très vague, mieux construire. Moi, c'est un avis très personnel. Ce que je pense, c'est qu'effectivement, on a des ressources qui ne sont pas illimitées et on a une demande à satisfaire en construction de logements qui est énorme. Ça a été dit dans d'autres échanges de nos congrès. La demande en France, et la présidente Emmanuelle Cos l'a dit en ouverture, la demande de logement social a explosé en France. Il y a besoin de construire, de mettre des logements sur le marché. Donc, mon avis, c'est bien sûr qu'il faut mieux construire, mais on en revient à cette notion d'efficience. Il faut qu'on se parle, il faut qu'on se fixe un petit peu, nous, des limites pour dire à un moment, est-ce que je double ma mise de fonds propres? Parce qu'aujourd'hui, un bailleur social, il équilibre les opérations en mettant des fonds propres de façon très importante. Est-ce qu'à un moment, on va doubler notre mise de fonds propres, qui n'ira donc pas pour construire l'immeuble d'après, pour gagner un petit gain et qui énergétique éventuellement ne satisferait pas forcément en plus en termes d'usage le locataire. Donc moi, je crois que l'enjeu, c'est ça qu'il faut qu'on se fixe. Et je crois qu'aujourd'hui, on a le recul et la capacité collective à la déterminer, cette marge de progression. De dire, à un moment où on s'arrête. Ouais. Patrice, je vous fais réagir, mais il y a Michel qui voulait... Et en plus, Michel, ça tombe bien, parce que quelqu'un me demandait, même si on a bien compris que les locataires étaient très intelligents pour appliquer tout ça, et que ce n'est pas... monde à part. J'avais une question. Les organismes réhabilitent dans l'écoute des attentes des locataires, mais il faut que dans l'usage, dans le temps, il y ait un accompagnement. Et qui le ferait? Enfin, tout à l'heure, Christelle, vous nous avez dit relation de proximité. Oui, alors je vais répondre d'abord à cette question, puis je reviendrai un peu sur votre histoire de fonds propres. Alors, sur l'accompagnement. Sur l'accompagnement, il existe, alors j'ai oublié le nom, mais avec l'USH travaille beaucoup avec un organisme qui forme, qui fait de la formation, et notamment de la formation en direction des habitants. J'ai oublié son nom, vous le connaissez peut-être, non? Mais en tout cas, donc il y a des possibilités. Et d'ailleurs, il y a des programmes on va dire d'enrichissement des connaissances des locataires qui s'est mis en place avec l'USH, et régulièrement cet organisme reçoit des personnes que nos associations, je dis bien nos, pas uniquement la mienne, nos associations envoient à cet organisme qui prend la totalité des frais en charge, c'est-à-dire le transport, le gîte, etc. quoi. Et alors sur les fonds propres? Et alors pour revenir sur les fonds propres, il est nullement question dans ce que j'entends là de l'État et de la participation de l'État. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au cours de l'histoire du logement social, à chaque fois que le logement social en France s'est mieux porté, c'est parce que l'État a mis la main au portefeuille. Or, on a actuellement depuis plusieurs années un État qui se retire, et qui s'est retiré en grande partie d'ailleurs du coût de la construction. N'oublions pas non plus que le logement rapporte énormément d'argent à l'État, énormément. Et cet argent est utilisé à d'autres choses que pour construire. Or, actuellement, eh bien, n'oublions pas qu'on résoudra le problème du logement qu'on a le jour où l'État se réinvestira dans la construction du logement. Tant qu'il ne le fait pas, il n'y aura pas de changement, il ne faut pas rêver. Des éléments dont on a parlé dès l'ouverture, dès la plénière d'ouverture. Oui, Patrick, un petit commentaire, puis après je laisserai à Alain rapidement sur le coût de réaction rapide. Alors bien entendu, j'allais dire, on en rêve tous, et en même temps on connaît la situation du pays, donc il faudra peut-être un peu de réalisme sur le sujet, mais on est d'accord avec cette position, bien entendu. Je pense que, et peut-être que vous en parlerez dans la deuxième partie de la table ronde, l'évolution du coût du foncier. Et là, on n'est pas sur les normes environnementales. Elle a été exorbitante dans cette période-là, donc je ne sais pas si l'augmentation du coût du foncier n'a pas été finalement plus importante que le coût de l'application des normes. Puis après, ça, c'est le premier truc. Deuxième, il y a aussi la compétence
que l'on va acquérir rapidement avec les entreprises, où on voit que sur des process, les coûts diminuent assez rapidement, parce que tout d'un coup, on acquiert c'est la courbe d'apprentissage Oui, oui, dans l'installation et plus rentable mettre en après. place des systèmes de concurrence et du coup Ouais. les prix diminuent. Et puis en même temps, on se dit aussi qu'on est dans un environnement dans lequel les investissements durables et qui respectent l'environnement bénéficieront de conditions d'accès au crédit plus avantageux. On Plus a signé ce avantageuse. matin Ouais, ouais. avec la Banque des Territoires un prêt à impact Impact réel, réel. où on a un taux qui diminue de remboursement et des bonus si on atteint une performance énergétique. Donc ça veut dire que vis-à-vis aussi des maîtres d'œuvre, des bureaux d'études, du monitoring des bâtiments, véritablement, si en responsabilité on fait le job, on sera aussi en capacité d'aller lever des financements innovants de cette nature-là. Donc je suis assez Il y a de l'espoir. optimiste, oui, plutôt optimiste de nature, mais sur ce sujet-là, je pense qu'on a des pistes intéressantes. Alain, vous avez 4 secondes pour conclure. Non, je plaisante. Là, on atteint la fin de la première table ronde. On va arriver sur la partie conception avec les architectes, les urbanistes. Qu'est-ce que vous retenez là de nos échanges euh, déjà sur cette première phase Oui. efficacité, efficience? Alors, je vais faire plus court. Je vais faire plus court que court. Bon, écoutez, il y a des choses pour moi acquises. Bon, voilà. On ne revient pas sur les ambitions. J'avais peur qu'on démarre en disant on ne peut rien faire, etc. Bon. Ensuite, on a dit des choses assez claires sur le fait que c'était plus compliqué qu'avant et qu'il fallait arbitrer entre des objectifs qui étaient des fois contradictoires. Hein. Oui, Ça, tout à fait. on a énergie, carbone et adaptation climatique. On les a. Bon, la première conséquence de ça, dans cet arbitrage, c'est qu'il est différent selon les conditions locales. Exemple complet, mais à l'intérieur du climat de l'Hexagone, les solutions ne sont pas les mêmes selon le... Bon, ça c'est une première chose. Deuxièmement, je crois qu'on est tous d'accord pour faire des efforts et sur le stock et sur la construction neuve, en tout cas d'avoir une sorte d'équité de traitement pour pas qu'il y ait deux sortes de locataires au moment où on est dans une situation difficile. Troisièmement, on en parlera dans la seconde table ronde, c'est d'ouverture sur les questions architecturales et urbanistiques. Alors, ce qui est apparu très fortement, on y est revenu plusieurs fois, c'est donner une priorité à la qualité d'usage. Ça me paraît absolument essentiel. Cette qualité d'usage, c'est la clé du succès. Si les locataires ne voient pas un progrès dans les nouveaux logements et dans l'amélioration des logements du stock, eh bien on passe à côté de la plaque. On passe à côté de la plaque, l'écologie apparaîtra contraignante une fois de plus. Donc on est là au cœur d'un sujet tout à fait essentiel qui est de faire comprendre, aimer et si possible désirer ce changement. Et ça, il faut qu'on y travaille. Enfin, je me mets le collectif. Alors, l'autre idée importante, c'est que la filière progresse globalement. Alors, bon, j'ai défendu le bâtiment, j'ai toujours fait toute ma carrière dans le bâtiment. Il faut parler franchement. Il n'y a pas zéro innovation, mais ce n'est pas celui qui innove le plus facilement. Hein. Il ne faut pas non plus se raconter n'importe quoi. Et c'est compliqué parce qu'il y a énormément de petites entreprises, d'unités. Bon. Donc on a une sorte de... C'est pour ça que je parlais de challenge. Il faut qu'on soit motivé pour faire et progresser tous ensemble. Et dans le tous, il me semble que ça a été dit plusieurs fois, il faut que les utilisateurs, les occupants du bâtiment soient dans la discussion dès le départ. Moi, j'appelle ça l'approche collaborative. Il faut jouer avec eux. Parce que s'ils sont là dès le départ, ils nous diront des choses sur ce qui est acceptable pour eux, qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre, qu'est-ce qu'on ne peut pas comprendre, si c'est trop compliqué, etc. Donc, je crois qu'on est au cœur du sujet. Alors après... Alors un petit mot. J'ai terminé. En plus, on a le dessin qui fait tout le résumé. Vous faites une parfaite synthèse sur le fond et la forme. Là, j'arrive pas à lire, mais ça fait. Je continue. Si c'est à côté de la Très bien. plaque, ça fait. Juste un petit dernier mot comme ça. Oui, c'est un dernier mot. Alors, à mon avis, on est face à une courbe d'apprentissage. Je crois qu'il faut qu'on se le dise. On a un apprentissage à faire pour progresser le plus vite possible. Tous, en y mettant tout ce que j'ai dit autour de la table. Bon. Cet apprentissage, l'expérience nous a montré que ça pouvait faire baisser les coûts. Oui, ce que disait Patrice. Parce que les différentes réglementations, on m'a toujours prédit 5, 10%, 15% même pour une. C'est vrai qu'au début, il y a un surcoût. C'est vrai qu'après, des fois, il est absorbé.
Il faut qu'on l'ait dans la tête. Donc, l'exigence qu'on a, c'est d'absorber ce surcoût, qui est indéniable, le plus vite possible. Enfin, j'ai une dernière chose à dire, ça c'est ce que je ressens vis-à-vis du monde HLM. Chaque fois qu'il y a eu des grands changements dans l'histoire du logement, le monde HLM a été un des pionniers. C'est vrai que pendant longtemps, je mets les pieds dans le plat, la qualité architecturale des HLM était supérieure à la qualité du secteur privé. Voilà, je le dis parce que c'est vrai. Il y a eu des moments formidables, ça ne veut pas dire que c'est perdu, mais je dis que ça fait partie de la tradition HLM. Et je crois qu'en ce moment, ça serait très important que ce monde HLM, où il y a à la fois des maîtres d'ouvrage qui ont leurs locataires, c'est-à-dire qui sont des gestionnaires, et on va en parler dans la deuxième table ronde, où il y a des aménageurs, eh ben vous soyez les pionniers et qu'on puisse dire que vous êtes les bons, les meilleurs. Voilà. Donc je termine, soyez les meilleurs. Très bien. Merci beaucoup à vous cinq. Donc Alain, vous restez avec moi, on va juste changer de côté. Mais merci beaucoup en tout cas pour cette première table ronde.